À Porce-Roland, au nord-est du pluton granitique centré de Ploumana, affleure un granit rouge à gros cristaux qui atteignent plus de 5 cm dans ces belles veines de pegmatite, visibles ici dans ce chaos granitique. Ce granit, à gros grains, est composé de 3 minéraux principaux, feldspath, potassique dit Fk, et sodicalcique dit FNaCa, ou plagioclase, quartz et mica, et de minéraux accessoires. Les cristaux de feldspath potassique, par exemple d'orthose, sont automorphes, roses, trapus et prismatiques. Les cristaux de quartz, patatoïdes, ressemblent à du gros sel et ne sont pas automorphes car ils ont cristallisé en dernier dans les espaces laissés libres par les autres minéraux qui cristallisent à plus haute température. Enfin, les cristaux de mica, automorphes, plus petits, se reconnaissent à leurs paillettes métalliques argentées chez la muscovite et noires chez la biotite et se débitent en minces lames flexibles. Avant d'observer les minéraux d'une lame mince de granit au microscope géologique polarisant, il faut allumer la lumière, pousser l'analyseur situé au-dessus de la platine, puis tourner le polariseur situé sous la platine et au-dessus de la lumière, jusqu'à obtenir une des deux positions d'extinction. Dans cette position, l'analyseur et le polariseur sont croisés à 90 degrés et aucune onde lumineuse ne passe. On ne touchera plus au polariseur durant toute l'observation, mais uniquement à l'analyseur en le poussant pour être en lumière polarisée et analysée, notée LPA, ou en le retirant pour être en lumière polarisée non analysée, notée LPNA. On place ensuite une lame mince de granit à demi-K sur la platine, on la centre au-dessus du faisceau lumineux, puis on la fixe avec les deux vallées. En lumière polarisée non analysée, ou LPNA, les sections de biotite entourées de plages claires sont reconnaissables à leur contour net, à leur clivage unique, régulier et fin, mais surtout à leur coloration intense, rougeâtre, marron ou verte. La biotite est le seul minéral coloré en LPNA, ce qui rend son identification très facile. En plus, de nombreuses sections de biotite possèdent des anneaux noirs, appelés halos pléochroïques, qui entourent chacun un cristal de zircon radioactif et qui résultent d'une brûlure radioactive de la biotite par le rayonnement ionisant émis par la désintégration alpha de l'uranium-238 et de ses éléments fils radioactifs jusqu'à l'isotope stable du plomb. La rotation de la platine de 360 degrés montre le pléochroïsme marqué de la biotite qui change de couleur alors que les cristaux de muscovite ou mica blanc et de quartz sont incolores et que ceux de feldspath sont blanchâtres et difficiles à identifier en raison de leur teinte claire et de leur faible relief, qui masquent leurs contours. Par contre, quand ils sont altérés, ce qui comme ici est fréquent, les feldspaths se distinguent du quartz par l'aspect poussiéreux de leur section. En lumière polarisée et analysée, ou LPA, on retrouve les biotites avec des teintes de birefringence très élevées jusqu'au 3e ordre, mais qui sont souvent partiellement masquées par leur couleur naturelle brune. Par contre, en LPA, on identifie relativement facilement la muscovite par sa birefringence très élevée avec des teintes maximales de fin de 3e ordre, les feldspaths par leur forme prismatique, leur teinte de birefringence faible du 1er ordre, dans les gris clairs, blancs et jaunes pâles, et leurs macles zébrés par association de cristaux de type macles polysynthétiques fréquentes chez les feldspaths sodicalciques ou plagioclase, et de type Carlsbad fréquentes chez les feldspaths potassiques comme l'orthose. Le quartz, lui, se reconnaît en LPA à ses plages patatoïdes grisâtres et à son extinction roulante dans les tons gris. Le granit possède des minéraux radioactifs comme les biotites et les feldspaths potassiques qui intègrent du rubidium-87 radioactif et instable dans leur réseau cristallin et les zircons qui eux incorporent de l'uranium-238 radioactif. La biotite possède dans son réseau cristallin des atomes de potassium sous forme ionique K+, ici en mauve, entre les feuillets de silicate d'alumine, qui peuvent, dans le magma, avant sa cristallisation, être remplacés par des atomes radioactifs de diamètre proche et de même charge, comme ceux du rubidium-87, qui se désintègrent à vitesse constante en strontium-87.
La cristallisation du granit marque la fermeture du système, le déclenchement du radiochronomètre avec baisse de la quantité de rubidium 87 et augmentation de celle de strontium 87 dans les biotites. La mesure isotopique par spectromètre de masse de la quantité de 87 rubidium et de 87 strontium dans ces minéraux par rapport à celle de 86 strontium permet de dater leur cristallisation, donc l'âge, par la méthode des droites isochrones que nous verrons dans une autre vidéo. Le zircon, lui, est un minéral accessoire dans les roches magmatiques, comme les granites et ses dérivés métamorphiques, comme les gneiss et sédimentaires comme les grès. En effet, le zircon est très résistant et susceptible d'endurer de nombreux cycles géologiques, orogéniques, sédimentaires et métamorphiques. Ce silicate de zirconium de formule ZrSiO4 forme des cristaux qui cristallisent à haute température et qui donc se retrouvent souvent en inclusion dans d'autres minéraux comme les biotites ou les cordylrites qui cristallisent après lui et poussent autour. En LPNA, les cristaux de zircon sont automorphes, le plus souvent en forme de grains arrondis incolores, au relief très fort, et en LPA, pour les sections longitudinales, montrent une biréfringence très élevée avec des teintes de polarisation haute. Lors de leur cristallisation précoce à haute température au sein des magmas, les cristaux de zircon incorporent dans leur réseau cristallin des ions uranium 238 4+, en échange d'ions silicium Si4+, mais pas de plomb. La solidification des zircons ferme le système minéral et déclenche le radiochronomètre uranium-plomb. L'uranium 238 se désintègre à vitesse constante et avec une demi-vie de 4,47 milliards d'années en thorium 234, également radioactif, en émettant des particules alpha d'hélium. Une succession de désintégrations nucléaires s'enchaîne alors jusqu'à l'isotope 206 stable du plomb. On peut ainsi dater les zircons par la méthode Concordia avec les rapports plomb 206 uranium 238 et plomb 207 uranium 235. Cette méthode a permis de dater en 1980 les plus vieux zircons français dans l'orthogneiss icarcien de Trébordin à 1,790 milliards d'années, plus ou moins 19 à 17 millions d'années, et plus récemment, en 2014, le plus vieux minéral terrestre connu jusqu'à ce jour, un cristal de zircon extrait des gneiss adéens de Jack Hills en Australie, daté à 4,4 milliards d'années. La croûte terrestre se serait donc formée à peine 150 millions d'années après la formation de la Terre par accrétion de planétoïdes, qui a été datée par Claire Patterson en 1953 à 4,567 milliards d'années. On est loin de l'âge canonique de 74 047 ans, admirez la précision, donné par Buffon à la Terre à partir du refroidissement d'un boulet de canon. La désintégration des atomes d'uranium 238 radioactifs en thorium radiogénique fils 234 émettent des particules énergétiques ionisantes alpha qui détruisent de façon concentrique et centrifuge le réseau cristallin de la biotite autour du cristal de zircon. Cette brûlure radioactive fait passer la biotite du brun au noir et forme autour du zircon et dans la biotite une auréole noire appelée halo pléochroïque. Finalement, les cristaux de biotite montrent par leur brûlure radioactive l'existence d'une radioactivité naturelle et permettent une datation absolue des granites par la méthode des droites isochrones basée sur le couple 87 rubidium et 87 strontium. Alors que les cristaux radioactifs de zircon inclus dans ces mêmes biotites permettent de réaliser une datation absolue du granit et de leurs dérivés gneiss et grès par la méthode uranium-plomb. Malgré des teneurs en uranium et thorium à l'état de traces dans les roches des massifs cristallins comme le massif armoricain, certains minéraux, comme l'uraninite et le zircon, vont concentrer ces éléments radioactifs dans leur réseau cristallin, dont la désintégration aboutit à un gaz radioactif ionisant, le radon 222 et le radon 220. Compte tenu de leur demi-vie respective de 3,8 jours pour le radon 222 et de 55 secondes pour le radon 220, ces gaz radioactifs ont le temps de migrer depuis le sous-sol où ils sont produits vers l'air extérieur où ils sont inhalés, alors que les éléments pairs instables comme l'uranium et le thorium restent dans les réseaux cristallins.
On voit que leur abondance, en France, se superpose à celle de l'uranium et du thorium, dont ils sont issus par des intégrations alpha. La carte de l'abondance en radon des communes françaises est disponible sur le site de l'IRNS, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ce qui ressort de cette carte, c'est la teneur élevée en radon en Bretagne, et notamment dans le Finistère, avec 144 becquerels par mètre cube en moyenne, soit 144 désintégrations par seconde et par mètre cube de roche ou de sol. Mais cette moyenne demeure très inférieure aux valeurs actuelles de 1000 becquerels par mètre cube à ne pas dépasser. Seuls 0,5% des 12 640 mesures effectuées ont atteint ou dépassé 1000 becquerels par mètre cube. À Landerneau, elle atteint 200 becquerels par mètre cube et peut dépasser 800 becquerels par mètre cube au cœur des monts d'Arrée. L'exposition externe aux particules alpha n'est pas dangereuse car les rayonnements alpha sont facilement arrêtés par une feuille de papier par exemple. Par contre, l'exposition interne par inhalation peut provoquer des ionisations mutagènes au niveau de l'ADN du tissu pulmonaire et être à l'origine de cancers. On estime en France la mortalité par le radon entre 1000 à 2000 morts par an, ce qui justifie son dosage dans les zones à risque par des dosimètres à radon. Lorsque la concentration en radon est élevée, surtout en hiver avec le chauffage, il faut éliminer le radon de la maison en favorisant le renouvellement de l'air intérieur et en limitant les exercices physiques.